du mondial de l'automobile. Autoroute Info, plein phare sur le mondial de l'automobile. Et nous sommes toujours en direct depuis le Mondial de l'Automobile de Paris, ce tous les jours du lundi au vendredi jusqu'au 14 octobre. Vous pouvez d'ailleurs venir nous voir sur le stand de l'ASFA, l'association professionnelle des autoroutes et ouvrages routiers, situé pavillon 2 Allez toutes les heures jusqu'à 16h aujourd'hui. Vous pouvez suivre notre émission à plein phare avec tous nos invités, des émissions à suivre sur le net, sur autorouteinfo.fr et sur les réseaux sociaux. Et enfin, sachez que toutes les vidéos de nos émissions plein phare sont à retrouver sur notre site internet. Une émission plein phare réalisée par Éric Fromentin avec à la régie vidéo Sébastien Bontemps et les moyens techniques de GoPro. Le mondial de l'automobile fait parler de lui dans les médias, mais il fait aussi le buzz sur Internet. Nous retrouvons tout de suite notre chronique « Le mondial sur la toile » préparée par Elisabeth Sablé. Un vent de folie souffle-t-il sur la toile autour du mondial? C'est en tout cas ce que laisse entendre Slate.fr, pour qui ce salon de l'automobile est l'illustration parfaite de la schizophrénie contemporaine sur la voiture. Pourquoi? Eh bien parce qu'en cette période de crise, d'augmentation des prix de l'essence, de pollution, la voiture n'a plus la cote en France. Et pourtant, les allées du mondial ne désemplissent pas. Alors, schizophrènes les Français? Ou peut-être simplement curieux de découvrir par exemple la Hyundai iX35 Fuel Cell mise en avant par autoblog.com. Hyundai qui s'apprête à être le premier constructeur automobile à commercialiser un modèle de série équipé d'une pile à combustible alimentée par de l'hydrogène. Enfin, préoccupation sociologique pour technoscience.net, pour qui le salon parisien n'est ni plus ni moins qu'un reflet de notre société où se croisent science, technologie, industrie, économie, sociale, expliquant ainsi un succès qui ne se dément pas, des propos illustrés par des photos des allées du salon Noir de Monde. Et dans les coulisses de ce salon, justement, Emmanuel Albisseur a rencontré Renaud Lavillenie, le récent champion olympique de saut à la perche à Londres cet été. Il était venu sur le stand de Michelin, son sponsor, pour parler sécurité routière, la thématique de notre journée. Mais quand on lui demande quel genre de conducteur il est, voici sa réponse. Je suis un conducteur, jeune. Après voilà, j'ai quand même la notion du risque qu'il y a à chaque fois qu'on monte dans la voiture, forcément. Donc il y a de la prudence qui est à prendre avant tout. Et puis voilà, après quand on veut se faire plaisir, on a la chance, l'opportunité d'avoir des circuits qui sont là pour nous accueillir. Et donc voilà, ça nous permet de faire la transition entre la prudence sur la route et le plaisir sportif sur le circuit. Pratiquez-vous le circuit? Je pratique un petit peu, après c'est on va dire quand j'ai l'opportunité, parce que forcément avec la préparation il y a quand même beaucoup de contraintes, mais voilà, de temps en temps d'aller se faire plaisir, ça fait pas de mal, et justement ça permet après d'être plus serein et, sur les routes et d'être beaucoup plus prudent, quoi. Des propos recueillis par Emmanuel Albisseur. Plein phare aujourd'hui sur la sécurité routière. On en parlait juste avant avec Renaud Lavillenie. Alors, notre invité du jour, c'est Jean-Claude Robert de la PSRE, délégué général à la promotion et suivi de la sécurité routière en entreprise. Jean-Claude Robert, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes avec nous pour aborder cette thématique de la sécurité routière et de l'accidentologie en milieu professionnel, un phénomène qui est assez pris en compte aujourd'hui ou pas? Oui, il l'est beaucoup plus, surtout depuis que l'inspection du travail a pratiqué une campagne l'année dernière, au deuxième trimestre, auprès de 1700 entreprises pour vérifier si les entreprises avaient pris en compte et évalué les risques professionnels, notamment le risque routier. Alors, est-ce que justement ces routiers, ces conducteurs de véhicules plus légers sont assez avertis des risques qu'ils encourent lorsqu'ils travaillent et lorsqu'ils sont au volant de leur véhicule? Alors, ils sont avertis de certains qui sont des risques classiques, mais ils sont moins vigilants et peut-être moins conscients vis-à-vis des nouveaux risques, notamment de l'intrusion des technologies, des nouvelles technologies dans l'espace, dans l'habitat de la voiture. Ça, ce sont les technologies embarquées, on parle GPS, Voilà, on parle téléphone, c'est ça? Alors on parle effectivement d'abord téléphone, puisque le téléphone aujourd'hui, 80% des Français ont un téléphone, puisque je dirais parmi la moitié des salariés français qui voyagent et qui se déplacent sur la route pour des motifs professionnels, 2 sur 3 téléphonent au volant, ont l'occasion de téléphoner au volant, et 80% d'entre eux, encore comme le disait un sondage récent, 80% d'entre eux le font en roulant. Donc seulement 20% cherchent des aires d'arrêt pour téléphoner en sécurité. C'est vraiment un fléau, ça?
Alors c'est un fléau, oui, parce que maintenant on commence à disposer de statistiques. Vous savez que l'Office national d'information sur la sécurité routière ausculte les bulletins d'accidents, notamment les accidents graves, corporels et décès, et que maintenant on voit que le téléphone au volant est à l'origine est impliqué, il n'est pas le seul facteur bien sûr, mais il est impliqué dans 8% des accidents mortels. Donc c'est une chose qui est quand même considérable et ce chiffre est probablement un peu sous-évalué parce que pour l'instant, même si le réflexe des forces de l'ordre de rechercher s'il y avait ou non conversation téléphonique juste avant l'accident commence à se développer, il n'est pas encore complètement opérationnel à 100%. Donc on peut penser qu'on arrivera très vite à des taux de l'ordre de 10-11% comme facteur de risque, qui le placera en troisième position, en quatrième position, excusez-moi, derrière l'alcool, la vitesse et la somnolence. Somnolence qui prend une part importante sur les autoroutes, mais moins sans doute sur les routes secondaires. Alors, est-ce que justement ces entrepreneurs, est-ce qu'ils font ce qu'il faut? Est-ce qu'ils ont les démarches adéquates par rapport à ces risques? Notamment, on pense au téléphone, puisqu'un salarié qui est dans son véhicule, si son patron l'appelle, difficile de ne pas décrocher. Alors, d'abord, les entrepreneurs sont des humains comme vous et moi, donc ils ont exactement les mêmes travers que leurs salariés, c'est-à-dire qu'ils sous-estiment le risque, c'est clair. Et notamment, ils sont une majorité de salariés et une majorité d'employeurs, puisque les sondages que nous faisons concernent les uns et les autres, considèrent que le kit main libre les affranchit de tout risque. Or, c'est une fausse idée, premièrement, donc on le sait, parce que si le main libre libère un peu de certaines contraintes physiques, néanmoins, la conversation téléphonique mobilise l'attention et la mobilise considérablement en fonction du type de conversation. Et c'est ça qui est à la base de l'accidentalité, puisqu'il y a une moindre attention à l'environnement, le regard se fige, le champ visuel est réduit et les temps de réaction augmentent. Voilà. Et les temps de réaction augmentent, contrairement à une étude récente des organismes scientifiques vient de montrer que, contrairement à ce qu'on attendait, le temps de réaction augmente de 50% à peu près par rapport à la seconde qui est réclamée à chaque automobiliste quand on tient le téléphone en main, mais il augmente de 100%, il est doublé lorsqu'on est en kit main libre. Ce qui prouve bien qu'en plus, le kit main libre confère une quasi-invulnérabilité à la personne qui téléphone, qu'elle se croit prémunie, qu'elle a une sorte de talisman. Alors, ce téléphone, c'est un fléau, mais on pense moins aussi à tout ce qui est GPS. Bien souvent, en conduisant, on est tenté de rentrer sa destination, de manipuler le GPS en roulant. C'est vrai que le GPS, nous l'avons, nous, professionnels, appelé de tous nos voeux il y a une quinzaine d'années. Qui ne se souvient pas des cartes Michelin, on va le dire, sur le tableau de bord, pour ne pas le citer, sur le tableau de bord, sur le siège passager. Bon, c'est vrai que le GPS a apporté beaucoup. Néanmoins, le GPS est fait pour préparer un itinéraire, pas pour le gérer en cours, c'est-à-dire, et puis encore moins peut-être pour essayer de jouer des stratégies de temps, comme le permettent aujourd'hui certains modèles sophistiqués qui annoncent certes des difficultés, mais dans un esprit de contournement. Mais il n'y a pas que le GPS, il y a aujourd'hui les fameux smartphones qui permettent de passer des mails, et là, l'attention est complètement... complètement il y a focalisé. De tentation justement de relever sa boîte mail en roulant aussi. Ça se pratique de plus en plus, à tel point d'ailleurs que certains, et même notamment sur le trajet domicile-travail, donc même en dehors du déplacement professionnel, à tel point que des grands constructeurs mondiaux, je ne veux pas citer, mais le plus grand européen, donc qui est un Allemand, vient de bloquer les mails qui sont émis après 18h30 de ses portables professionnels, ne délivrant les mails que le matin à partir de 7h30 ou 8h. Vous voyez, donc, et on ne peut pas dire que ce soit, une petite entreprise. C'est une entreprise qui est florissante, qui se porte bien, mais qui est aussi extrêmement avertie de ces difficultés. De ce risque. Voilà. Alors Jean-Claude Robert, on va tout de suite s'intéresser à la sécurité routière en Suède, qui fait figure de modèle d'exemple au sein de l'Europe. La ministre suédoise des Transports, Katarina Elmsäter-Svart, avec l'accent s'il vous plaît, nous parle de la vision zéro dans son pays. On l'écoute. En 1997, on a présenté la vision zéro. À ce moment-là, tous les partis, sans exception, qui composaient le Parlement suédois, se sont lancés cet objectif. C'est une question d'état d'esprit. C'est en pensant à cela que nous dessinons maintenant nos routes. Pour ce qui est de la vitesse notamment, nous savons que c'est l'un des fléaux majeurs et la plupart des routes sur lesquelles nous roulions avant n'avaient pas de séparation entre les deux sens de circulation, par exemple.
Désormais, il y a des glissières centrales, des accidents continuent toujours de se produire, les véhicules sont souvent bien endommagés, mais quand les occupants sont touchés, ils ne meurent plus forcément et sont blessés moins grièvement. C'est l'une des actions par lesquelles nous avons commencé. Nous savons que c'était déjà un bon début. Cette vision zéro accident en Suède, qui est appliquée en France, c'est un petit peu plus difficile. Est-ce qu'on pourrait tendre un jour vers ça? Oui, tout à fait, mais ça implique une mobilisation, je dirais, très importante des esprits et des organisations. Les organisations sont les organisations publiques, bien sûr, de manière à ce qu'il y ait des textes clairs et non ambigus. On l'a vu à propos du téléphone au volant. L'ambiguïté du texte sur le téléphone il y a quelques années fait beaucoup de mal aujourd'hui, puisque tout le monde considère qu'il y a tolérance du kit main libre. De la même manière, le dernier décret qui a été publié l'année dernière à propos des écrans dans le champ de vision est aussi pas suffisant. Aujourd'hui, on sait qu'au salon de l'auto, au mondial de l'auto, la question de la voiture connectée est un enjeu considérable, notamment un enjeu de compétition, d'attrait du public et tout. Il est bon d'apporter des choses, les automobilistes l'attendent, les professionnels comme les particuliers, mais en même temps de savoir où se situe la ligne blanche. Il y a d'ailleurs sur la nouvelle Clio 4, il y a d'ailleurs la connectivité embarquée, voilà. Mais avec des options restreintes si l'on roule ou si l'on est arrêté. Voilà, mais ça c'est une très bonne chose. Ça veut dire qu'il y a le désir d'apporter le plus de la technologie, mais en même temps la prise en considération. Et ce grand constructeur, donc effectivement, est très au fait, ne serait-ce que par son investissement dans son laboratoire de biomécanique, donc est très au courant de toute l'accidentologie et essaye de réaliser un dosage équilibré et citoyen, je dirais, de technologie et de sécurité. Pour revenir simplement juste à la Suède, c'est quand même typique que la Suède soit le seul pays qui n'a pas dans son code de la route de dispositions concernant le téléphone au volant. Et pourtant, c'est appliqué. Donc vous voyez bien qu'il ne suffit pas d'attendre qu'il y ait des textes légaux. Il faut aussi un changement de comportement. Voilà, c'est ça, il faut un changement de comportement. Les employeurs sont prêts à jouer leur rôle. Ils attendent beaucoup des constructeurs aussi. Et je pense que certains doivent être très attentifs à ce qui se passe au mondial de l'auto, parce qu'ils savent que les constructeurs ont aussi les moyens et les équipementiers d'apporter des petites touches de sécurité dans leurs innovations. Merci Jean-Claude Robert d'être intervenu sur notre antenne. Prochain rendez-vous plein phare à 13h. Stéphane Chabrier recevra Chantal Périchon de la Ligue contre la violence routière. Il sera question de la vitesse. Vous pouvez d'ailleurs répondre à notre petit sondage à ce sujet sur la page Facebook d'Autoroute Info. Vous pouvez d'ailleurs envoyer vos questions par tweet sur notre compte @Autoroute Info ou avec le hashtag Autoroute Info. Vos questions également par mail sur autorouteinfo.fr en direct du Mondial. Une émission plein phare donc réalisée par Eric Fromentin, donc à suivre sur les réseaux sociaux. À tout à l'heure. Liberté, vacances. Si vous utilisez vos chèques vacances pour payer vos trajets sur autoroute, alors ce message est pour vous. À compter du 1er janvier 2020,